Bonjour, aujourd'hui je vous propose la lecture du livre célèbre de François Rabelais, Gargantua, publié en 1534. Chapitre 3. Comment Gargantua fut porté 11 mois au ventre de sa mère. Grangousier était en son temps un fier luron, aimant boire sec aussi bien qu'homme qui fut alors au monde, et il mangeait volontiers salé. À cette fin, il avait d'ordinaire une bonne réserve de jambon, de mayence et de bayonne, force langues de bœuf fumé, des andouilles en abondance. Quand c'était la saison, du bœuf salé à la moutarde, une quantité de boutargue, une provision de saucisses. À l'âge d'homme, il épousa Gargamelle, fille du roi des Parpaillons, un beau brin de fille, de bonne trogne, et souvent tous les deux, ils faisaient ensemble la bête à deux dos, se frottant joyeusement leurs lards, tellement qu'elle se trouva grosse d'un beau fils qu'elle porta jusqu'au 11e mois. Car les femmes peuvent porter leur ventrée aussi longtemps et même davantage, surtout quand il s'agit de quelque chef-d'œuvre de la nature, d'un personnage qui doit en son temps accomplir de grandes prouesses. Chapitre 4. Comment Gargamelle, étant grosse de Gargantua, mangea profusion de tripes. Voici en quelle occasion et de quelle manière Gargamelle accoucha, et, si vous ne le croyez pas, que le fondement vous échappe. Le fondement lui échappait par un après-dîner, le 3e jour de février, pour avoir mangé trop de godebillot. Les godebillots sont de grasses tripes de Coireaux. Les Coireaux sont des bœufs engraissés à la crèche et dans les prés guimauds. Les prés guimauds, ce sont ceux qui donnent de l'herbe 2 fois par an. Ces bœufs gras, ils en avaient fait tuer 367 014 pour qu'on les sale à Mardi Gras, afin d'avoir en début de printemps du bœuf de saison en abondance, de façon à pouvoir faire au début des repas un pénédicité de salaison et mieux se mettre au vin. Les tripes furent copieuses, comme vous vous en doutez, et si savoureuses que chacun s'en léchait les doigts. Mais là où il y eut bien une diablerie à grand spectacle, c'est qu'il n'était pas possible de les mettre longtemps de côté, car elles se seraient avariées, ce qui paraissait inadmissible. Il fut donc décidé qu'on les bafferait sans rien en perdre. À cette fin, ils convièrent tous les villageois de Ciney, de Seuilly, de la Roche-Clermont, de Vaugredie, sans oublier tous ceux de Coudray-Montpensier, du Quai des Vèdes et les autres. Tous bons buveurs, bons compagnons et fameux joueurs de quilles. Le bonhomme Grangousier y prenait grand plaisir et commandait qu'on y aille à pleine écuelle. Il disait toutefois à sa femme d'en manger le moins possible, vu qu'elle approchait de son terme et que cette tripaille n'était pas une nourriture très recommandable. On a, disait-il, grande envie de mâcher de la merde si on mange ce qui l'enveloppe. En dépit de ses remontrances, elle en mangea 16 muides, 2 paquets, et si beau. Oh, la belle matière fécale qui devait boursoufler en elle. Après dîner, tous allèrent pêle-mêle à la saucée, et là, sur l'herbe drue, ils dansèrent au son des joyeux flageolets et des douces cornemuses. De si bon cœur que c'était un passe-temps céleste que de les voir ainsi se rigoler.
Chapitre 5. Les propos des bienivres. Puis, il leur vint à l'idée de faire 4 heures en ce bon endroit, et flacons de circuler, jambon de trotter, gobelets de voler, brocs de teinter. Tire, donne, tourne, baptise-le, versement sans eau. Comme ça, mon ami, calote-moi ce verre proprement. Produis-moi du clairet que le verre en pleure. Trêve de soif. Ah, mauvaise fièvre, ne passeras-tu pas? Ma foi, ma commère, je n'arrive pas à me mettre en train. J'ai soif. La pierre qu'on appelle amiante est aussi indestructible que ma soif de révérend père. L'appétit vient en mangeant, disait Angest, évêque du Mans. La soif, elle, s'en va en buvant. Un remède contre la soif, c'est le contraire de celui qu'on emploie contre les morsures des chiens. Courez toujours après le chien, jamais il ne vous mordra. Buvez toujours avant la soif, et jamais elle ne vous tourmentera. Chapitre 6. Comment Gargantua naquit d'une façon bien étrange. Pendant qu'il tenait ces menus propos de beuverie, Gargamel commença à se sentir mal du bas. Alors Grangousier se leva de sur l'herbe et il la reconfortait gentiment, pensant bien que c'étaient les douleurs de l'enfantement. Il lui dit qu'elle s'était mise au vert dans la Saulçay et que très vite elle allait fabriquer pied neuf. C'est pourquoi il lui fallait reprendre courage pour la naissance de son poupon. Et bien que la douleur lui fît quelque peu de misère, cette douleur, toutefois, serait brève. La joie qui lui succéderait aussitôt lui ôterait tout ce désagrément, si bien qu'il ne lui en resterait que le souvenir. Peu de temps après, elle commença à soupirer, à se lamenter et à crier. Aussitôt, des sages-femmes surgirent en foule de tous côtés. En la tentant par en dessous, elles trouvèrent quelques membranes de goût assez désagréables, et elles pensaient que c'était l'enfant. Mais c'était le fondement qui lui échappait, à cause d'un relâchement du gros intestin, celui que vous appelez le boyau du cul, dû à ce qu'il avait trop mangé de tripes, comme nous l'avons expliqué plus haut. Alors, une repoussante vieille de la troupe, qui avait la réputation d'être une grande guérisseuse, et qui était venue de Brisepaille, près de Saint-Genoux, voilà plus de 60 ans, lui administra un astringent si formidable que tous ses sphincters en furent contractés et resserrés, à tel point que c'est à grand-peine que vous les auriez élargis avec les dents. Ce qui est bien de chose horrible à imaginer. C'est de la même façon que le diable à la messe de Saint-Martin, enregistrant le papotage de 2 joyeuses commères, étira son parchemin à belle dent. Par suite de cet accident, les cotylédons de la matrice se relâchèrent au-dessus, et l'enfant les traversa d'un saut. Il entra dans la veine creuse et, grimpant à travers le diaphragme jusqu'aux épaules, à l'endroit où la veine en question se partage en deux, il prend son chemin à gauche et sortit par l'oreille de ce même côté. Sitôt qu'il fut né, il ne cria pas comme les autres enfants « Mi, mi !» mais il s'écria à haute voix « À boire, à boire, à boire !» comme s'il avait invité tout le monde à boire, si bien qu'on l'entendit par tout le pays de Bus et de Biberet. Chapitre 7. Comment son nom fut attribué à Gargantua et comment il humait le bio. Le bonhomme Grangousier, pendant qu'il buvait et se rigolait avec les autres, entendit l'horrible cri que son fils avait poussé en entrant dans les lumières de ce monde. Quand il braillait pour demander « à boire, à boire, à boire !» Ce qui lui fit dire que Grangtua,
sous-entendait le gosier. À ces mots, les assistants dirent qu'assurément il devait pour cette raison recevoir le nom de Gargantua. Grand Gousier condescendit, et la chose convint tout à fait à la mère. Ensuite, pour apaiser l'enfant, on lui donna à boire à tire-larigot. Puis il fut porté sur les fonts, où il fut baptisé, comme c'est la coutume des bons chrétiens. Et 17 913 vaches de Ponty et de Bréhémont lui furent dévolues par ordonnance pour son allaitement ordinaire. Car il n'était pas possible de trouver dans tout le pays une nourrice satisfaisante, fut la grande quantité de lait nécessaire à son alimentation. Il passa à ce régime 1 an et 10 mois. Quand il parvint à cet âge, sur le conseil des médecins, on commença à le sortir et une belle charrette à bœufs lui fut construite, dans laquelle on le promenait de ce côté-là, de ce côté-ci, joyeusement. Et il faisait bon le voir, car il portait bonne trogne et avait presque 18 mentons. Et il ne criait que bien peu, mais se conchit à tout moment, car il était prodigieusement phlegmatique des fesses, tant par complexion naturelle que par une disposition fortuite, qu'il avait contractée parce qu'il humait trop de purée septembrale. Et il n'en humait jamais goutte sans raison, car s'il arrivait qu'il fût dépité, courroucé, contrarié ou chagrin, s'il trépignait, s'il pleurait, s'il criait, en lui apportant à boire, on le rassérénait et aussitôt il restait tranquille et joyeux. Chapitre 8. Comment on vêtit Gargantua. Alors qu'il était dans cet âge, son père ordonna qu'on lui fît des vêtements à ses couleurs, qui étaient le blanc et le bleu. On s'y employa effectivement, et les vêtements furent fabriqués, taillés et cousus, selon la mode qui était courante à ce moment-là. Pour son pourpoint, on leva 813 aunes de satin blanc, et pour les aiguillettes, 15 peaux de chien et demi. Elles furent dentelées en forme de colonne, striées et crénelées par derrière pour ne pas échauffer les reins. Elles furent dentelées en forme de colonne striée et crénelée par derrière, pour ne pas échauffer les reins, et à travers les crevés, un damas bleu bouffait juste comme il convient. Et notez qu'il avait de très belles jambes, bien proportionnées au reste de sa stature. Pour la braguette, en forme d'arc-boutant, elle s'attachait avec bonheur à 2 belles boucles d'or, que tenaient 2 crochets d'émail. Dans chacun de ceux-ci était enchâssée une grosse émeraude, de la grosseur d'une orange. Pour ses souliers, ils furent joliment effranchés en dentelures parallèles, réunis en cylindres réguliers. Pour leurs semelles, on employa 1100 peaux de vache brune taillées en queue de morue. Pour son manteau, on leva 1800 aunes de velours bleu à la teinture vive, brodées sur les bords de beaux festons et au milieu de peaux de canetil d'argent entrelacées d'anneaux d'or avec beaucoup de perles. Cela signifiait qu'il serait un bon videur de pain en son temps. Sa ceinture fut faite avec 300 aunes et demie de serge de soie, mi-blanche, mi-bleue, à moins que je ne fasse une erreur grossière. Pour son épée, il eut la belle épée de bois et le poignard de cuir bouilli, pince et doré, comme chacun souhaiterait en avoir. On fit sa bourse avec la couille d'un éléphant, pour sa robe, du velours bleu, pour son bonnet, du velours blanc. Pour porter au cou, il eut une chaîne d'or. Pour ses gants, on mit en œuvre 16 peaux de lutin et 3 de loup-garou pour leur broderie. Chapitre 9.
La livrée de Gargantua, ses couleurs. Les couleurs de Gargantua étaient le blanc et le bleu. Et son père, par ce choix, voulait donner à entendre que son fils lui apportait une joie céleste. Car pour lui, le blanc signifiait joie, plaisir, délices et réjouissances, et le bleu, choses célestes. Chapitre 11 de l'adolescence de Gargantua. Gargantua, de ses 3 ans jusqu'à ses 5 ans, fut élevé et éduqué en toutes les disciplines qui convenaient selon les dispositions de son père. Il passa ce temps-là comme tous les petits enfants du pays, c'est-à-dire à boire, à manger et dormir, à manger, dormir et boire, à dormir, boire et manger. Il se vautrait toujours dans la fange, se barbouillait le nez, se salissait la figure, déformait ses souliers, bâillait souvent en corneille, aimait à courir après les papillons sur lesquels régnait son père. Il pissait sur ses chaussures, chiait dans sa chemise, se mouchait dans sa manche, laissait couler son nez dans sa soupe, barbotait n'importe où, buvait dans sa pantoufle et se régalait en dépensant son énergie pour rien. Il aiguisait ses dents sur un sabot, lavait ses mains avec du potage, se peignait avec un gobelet, s'asseyait le cul par terre entre 2 chaises, se couvrait d'un sac mouillé, buvait en mangeant sa soupe, mangeait sa foisse sans pain, mordait en riant, riait en mordant, crachait souvent au bassin, pétait de graisse, pissait contre le soleil, se cachait dans l'eau contre la pluie, battait froid, songeait creux, faisait le sucré, écorchait le renard, disait la patenôtre du singe, revenait à ses moutons, menait les truies au foin, battait le chien devant le lion, mettait la charrue avant les bœufs, se grattait où ça ne le démangeait pas, tirait les vers du nez, trop en brasse, mal étreignait, mangeait son pain blanc le premier, ferrait les cigales, se chatouillait pour se faire rire, rouait fort bien en cuisine, faisait au Dieu offrande de foin, faisait chanter Magnificat à Matine et trouvait ça très bien. Mangeait des choux et chiait de la poirée, distinguait les mouches dans le lait, faisait perdre pied aux mouches, ratissait le papier, gribouillait le parchemin, perdait pied, prenait de la bouteille, comptait sans son hôte, battait les buissons sans attraper les oisillons, prenait les nus pour des poils de bronze et les vessies pour des lanternes, avait plus d'un tour dans son sac, faisait l'âne pour avoir du bran, faisait un maillet pour son poing, prenait les grues au premier saut, voulait que l'on tricotât point à point des côtes de maille, à cheval donné, regardait toujours les dents, sautait du coq à l'âne, en faisant des vertes et des pas mûres, remettait les déblais dans le fossé, gardait la lune des loups, espérait prendre les alouettes si le ciel tombait, faisait des nécessités vertus, faisait des tartines de même farine, se souciait des pelés comme des tondus, égorgeait tous les matins le renard. Les petits chiens de son père mangeaient dans son écuelle et lui mangeait avec eux aussi bien. Il leur mordait les oreilles, il lui égratignait le nez, il leur soufflait au cul, il lui léchait les pas des goinces. Chapitre 12 des chevaux factices de Gargantua. Puis, pour que toute sa vie il fût bon chevaucheur, on lui fit un bel et grand cheval de bois qu'il faisait gambader, sauter, volter, ruer et danser en même temps. Il fut
sait prendre le pas, le trot, l'entrepas, le galop, l'amble, l'aubin, le traquenard, le pas du chameau et celui de l'onagre. Et comme les moines selon les fêtes changent de dalmatique, il le faisait changer de robe, tour à tour, pébrun, alezan, gris pommelé, poil de rat, de cerf, de vache, rouan, disonné, truité, pie ou blanc. Chapitre 16. Comment Gargantua fut envoyé à Paris, de l'énorme jument qui le porta et comment elle anéantit les mouches à bœufs de la Beauce. À cette même époque, Fayolle, quatrième roi de Numidie, envoya du pays d'Afrique à Grand Gousier une jument, la plus énorme, la plus grande qu'on ait jamais vue, et la plus monstrueuse. Vous savez bien que d'Afrique, il nous vient toujours quelque chose de nouveau. Elle était grande comme 6 éléphants et avait les pieds fendus en doigts. Mais elle avait surtout une queue formidable, avec des crins embarbelés, ni plus ni moins que des épis de blé. Quand Grand Gousier la vit, « Voici, dit-il, qui conviendra très bien pour conduire mon fils à Paris. » Au lendemain, après boire, comme vous vous en doutez, Gargantua prit la route avec son précepteur Pronocrate. Un tel équipage, ils suivirent joyeusement leur itinéraire, faisant toujours grande chère comme cela jusqu'au-dessus d'Orléans. Il y avait à cet endroit une vaste forêt de 35 lieues de longueur et de 17 de largeur, ou à peu près. Celle-ci était horriblement riche et féconde en mouches à bœufs et en frelons, si bien que c'était un vrai coupe-gorge pour les pauvres bêtes de somme, ânes et chevaux. Mais la jument de Gargantua eut la revanche de tous les outrages qui avaient été commis sur les bêtes de son espèce, dont elle vengea l'honneur par un tour auquel les insectes ne s'attendaient guère. Car dès qu'ils surent pénétrer dans la forêt en question, et que les frelons eurent livré l'assaut, elle dégaina sa queue et dans l'escarmouche les émoucha si bien qu'elle en abattit toute la futaie. À tort, à travers, de ça et de là, par-ci, par-là, en long, en large, par-dessus, par-dessous. Elle abattait les troncs comme un faucheur abat les herbes, de telle sorte que depuis il n'y eut plus ni bois, ni frelons, et que tout le pays fut transformé en champ. Ce que voyant, Gargantua y prit un grand plaisir, et sans davantage s'en vanter, dit à ses gens : « Je trouve beau ce. » C'est pourquoi depuis lors on appelle ce pays la Beauce. Chapitre 17. Comment Gargantua paya sa venue aux Parisiens et comment il prit les grosses cloches de l'église Notre-Dame. Quelques jours après qu'ils eurent repris leur force, il visita la ville et fut regardé par tout le monde avec une grande admiration, car le peuple de Paris est tellement sot, tellement badaud et stupide de nature, qu'un bateleur, un porteur de reliquailles, un mulet avec ses clochettes, un vielleux au milieu d'un carrefour, rassembleront plus de gens que ne le ferait un bon prédicateur évangélique. Ils furent si fâcheux en le harcelant qu'il fut contraint de se réfugier sur les tours de l'église Notre-Dame. Installé à cet endroit et voyant tant de gens autour de lui, il dit d'une voix claire : « Je crois que ces maroufles veulent que je leur paye ici même ma bienvenue et mon étrenne. C'est juste, je vais leur payer à boire, mais ce ne serait que par riz. » Alors, en souriant, il détacha sa belle braguette
et tirant en l'air sa mantule, les compissa si roulement qu'il en noya 200 418, sans compter les femmes et les petits enfants. Quelques-uns d'entre eux échappèrent à ce pisse-fort en prenant leurs jambes à leur cou, et quand ils furent au plus haut du quartier de l'université, suant, toussant, crachant et hors d'haleine, ils commencèrent à blasphémer et à jurer, les uns de colère, les autres par ri. Carimari, Caramara, par sainte mamie, nous voilà arrosés par ri. Depuis, la ville en fut appelée Paris. Cela fait, Gargantua considéra les grosses cloches qui se trouvaient dans les tours en question, et les fit sonner bien harmonieusement. Ce faisant, il lui vint à l'idée qu'elle servirait bien de clochette au cou de sa jument, qu'il avait l'intention de renvoyer à son père toute chargée de fromage de brie et de harengs frais. De fait, il les emporta en son logis. Ainsi s'achève cette lecture. J'espère qu'elle vous a plu et vous a donné envie de connaître la suite des aventures de ce personnage et ce qui va lui advenir à Paris.